Hello, Hello, bienvenue dans cette vidéo. C'est Cédric. hello. Et on va vous présenter un jeu Made in Laurent. J'ai pas fabriqué, hein. Non, tu ne l'as pas fabriqué. Ah, jamais d'avis. Mais qui a été trouvé ça? Eh bien, c'est lui. On va vous parler de Pathogène. J'ai mis l'envers. J'ai déjà mis à l'envers? Ouais. Je sais maintenant pas. On va vous C'est parler déjà compliqué. Là. de Pathogène. Effectivement, parce que c'est coréen, c'est ça? Taïwanais. Taïwanais. S'il te plaît. Même mille excuses. Voilà. Là, je vais vous présenter les Oui, personnes derrière tout ça. oui. Le designer de tout ça, c'est Quan Chen. J'ai pas trouvé grand chose sur ce qu'il avait fait. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Okay. Au niveau des pinceaux, c'est Yu Sing Hong. Même chose, je n'ai rien trouvé de ce qu'il avait fait. Non, même pas en bon. C'est édité chez Color Deep Studio. C'est un jeu de joueurs, c'est du 12+, pour des parties d'à peu près une demi-heure. Ouais, c'est de l'abstrait. Ou du semi-abstrait même. Abstrait. Donc, un survol des règles? Petit pitch Un petit pitch et un survol des règles, oui, bien sûr. Petit pitch. Pour info, c'est un jeu qui a déjà quelques années et qui n'existait que sous un format de print on demand à Taïwan. Mais qui a eu pas mal de bons échos. J'en avais déjà entendu parler il y a un certain temps. Évidemment, mettre la main dessus, c'était très compliqué. Et puis ici, à Essen, je suis passé en face et je me suis dit, ah bah tiens, ils ont sorti maintenant une version, voilà, une version standard, retail, on va dire. Oh, c'était déjà, hein, mais il fallait commander, ils produisaient la commande, donc ça coûtait très cher en plus. Imagine bien commander à Taïwan. Tandis que maintenant, ici, le jeu était dispo à Essen, et mieux encore, il fait partie de la galaxie Taiwan Board Games, et donc il y a un stock ici en Europe, à Paris même, je pense qu'il est géré par Philibert, donc on peut le décoter relativement facilement. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui apprécient évidemment. Alors le jeu c'est quoi? Comme je disais, c'est un jeu abstrait où un joueur va jouer les personnages bleu ou mauve, qui représente les docteurs, et un joueur qui va représenter la peste et les démons, le joueur rouge. Voilà. La particularité, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a quand même finalement, même si ça reste de l'abstrait, c'est pas très long, mais il y a quand même pas mal de règles qu'il faut un petit peu assimiler. Enfin, en gros, comment est-ce qu'on gagne une partie? C'est quand un joueur parvient à répandre ces petits tokens qui sont ici, ces petits carrés, et par là même à former un chemin qui relie un côté du plateau à son opposé. Donc soit de droite à gauche, de gauche à droite, soit de haut en bas, et vice versa. Voilà. Et pour ce faire, comment on va pouvoir le faire? Ben, en déplaçant on a deux personnages, donc comme je disais, le personnage, le démon ou l'ange chez le docteur ne se déplace que sur les cases noires. Et c'est ça la particularité, le médecin et la peste ne se déplacent que sur les cases blanches. Et donc, comme vous voyez, pour évidemment se créer un chemin, il va falloir avoir des jetons sur des cases adjacentes. Les diagonales ne sont jamais considérées comme adjacentes, aussi bien sur des cases blanches que sur des cases noires, pour pouvoir relier les deux côtés. Et donc, il va falloir utiliser ces deux personnages. L'autre, évidemment, l'adversaire, va faire la même chose de son côté et tenter la même chose. Je l'ai mis ici. Mais il y a une façon alternative de remporter la partie. C'est le premier qui parvient à construire ces quatre petits, ce qu'il appelle ça des settlements. Donc, ces quatre petites constructions, une dans chaque, puisque ceci est fait au hasard. Il y a d'ailleurs d'autres tuiles pour un setup. Au niveau variabilité, il n'y a pas de souci. Et une fois qu'un joueur parvient à construire ces quatre édifices à sa couleur, chacun dans un des quatre cadrans, eh bien, il remporte automatiquement la partie. Donc, c'est les deux façons de gagner, soit créer un chemin qui relie deux côtés opposés du plateau, soit construire les quatre édifices, chacun dans un des cadrans. Donc ça, au niveau objectif, aussi bien la peste que les docteurs ont le même objectif. Là où ça change, par contre, il y a un peu d'asymétrie, c'est au niveau de la façon de jouer. Même si la base est tout à fait identique, il y a des petites différences. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qui est partagé par les deux joueurs? Comment vont-ils pouvoir se déplacer sur le plateau, déplacer leur personnage? Eh bien, c'est avec ce petit plateau ici qui est sur le côté. Et ça, c'est assez malin. C'est assez compliqué au début. On est un petit peu perdu, notamment dans l'espace.
Mais on s'habitue très vite et c'est très riche aussi bien au niveau déplacement qu'au niveau blocage. Il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Alors comment ça va fonctionner? C'est qu'on va déplacer le totem qui se trouve toujours sur le jeton d'un joueur. On va placer notre jeton à notre couleur et on va déplacer le totem avec le chemin le plus court sur ce jeton. Par exemple, ici, je pourrais faire 1, 2, 3. L'autre possibilité que je pourrais avoir, c'est de faire 1, 2, 3. Et on va répercuter ce mouvement sur le plateau en choisissant un de nos deux personnages. Par exemple, si je faisais... il faut pouvoir répercuter ce mouvement. Si on ne peut pas le répercuter, c'est pas possible, on peut pas le faire. Par exemple, ici, si je décidais de faire 1, 2, 3, eh bien, donc le totem arrive ici, je pourrais dépasser, par exemple, choisir ce personnage-là et lui faire dépasser de 1, 2, 3. Et donc, comme vous voyez, je ne passe pas sur la case noire, puisque ce personnage-là ne dépasse pas sur les cases noires. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Un autre exemple qu'on pourrait faire, maintenant c'est à rouge de jouer, par exemple, et bien rouge pourrait par exemple faire ceci. Je regarde un petit peu. Voilà, mais simplement se mettre ici, voyez, et faire 1, 2, et bien le démon ici pourrait faire 1, 2. Voilà. Donc ça, c'est ce que chaque joueur va faire à tour de rôle. On va chaque fois se déplacer comme ça. Et sur notre parcours, je ne vais pas rentrer plus dans les détails à ce niveau-là, mais on va pouvoir essaimer des petits tokens comme ça, ou retirer les tokens de l'adversaire, par toutes les cases par lesquelles nous sommes passés. Pas la case d'arrivée, mais toutes les cases par lesquelles nous sommes passés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir donc tracer notre chemin pour essayer de remporter la partie et de tracer un chemin qui relie les deux côtés opposés. Au niveau des settlements, comment on va les avoir? Ben, si à la fin de notre tour, on a une case où on a 6, ici je pense pas qu'il y ait 6 jetons superposés, eh bien, on va pouvoir le remplacer à ce moment-là par un settlement. Là, évidemment, il y en avait déjà un, j'aurais pas pu le construire, mais c'est l'idée. Voilà. Au niveau asymétrie, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a une première chose déjà, c'est que la peste commence avec 4 jetons sur le plateau, pas le docteur, donc il y a un avantage à la peste. La peste jouera en premier également, mais en désavantage entre guillemets, c'est que la peste ne peut, chaque fois qu'elle fait un déplacement, déposer au maximum 4 de ses petits jetons sur le plateau, contrairement au médecin, qui lui peut en placer 5. Il y a une petite variable, mais je vais pas rentrer plus loin dans le détail. Autre asymétrie, c'est que, comme vous voyez ici sur le plateau de déplacement, le médecin est limité aux 9 cases centrales. Tandis que la peste, quand il dépasse son petit jeton, peut aller également pas sur les 4 coins, mais sur toutes les cases qui sont à la limite du plateau. Que le médecin ne peut pas faire. Et donc, la variabilité de déplacement de la peste est plus importante. Mais le médecin, pour compenser ça, a un pouvoir particulier. Il utilise la case centrale. Quand il place son disque, son curseur sur la plaque, sur l'emplacement central, il peut, à ce moment-là, faire pivoter le plateau qui est ici, et donc changer la direction. Imaginons qu'il était comme ceci. Il était comme ceci, et qu'il n'a pas envie d'aller par là, mais par là, et bien il peut très bien mettre son jeton ici, tourner ça, ça devrait être le contraire, tourner ça par exemple comme ceci ici, et pouvoir se déplacer à ce moment-là, par là, en faisant ça. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin, mais la plupart des règles sont là, comme vous voyez, c'est pas... Mais pour mettre tout ça ensemble et commencer à jouer un tour sur le but correctement, la courbe d'apprentissage, la courbe de progression, elle est quand même relativement importante. Voilà. Donc au niveau des règles, tu as pratiquement tout. Oui, bah, il n'y a pas de vidéo règles qui existent, donc tant qu'à faire. Oui, mais voilà. De toute façon, les règles ne sont pas énormes en soi. Les règles sont pas énormes. Il n'y a pas de VF. La règle est moitié chinois, moitié anglaise, avec un anglais qui est voilà. Approximatif. Bon, je dirais pas approximatif, mais enfin, il n'est pas parfait, on va dire, loin de là. Et donc, ça peut peut-être faciliter, au moins dégrossir, de manière à ce que quand vous plongez dans les règles, l'idée, faire une vidéo règle. Ce sera plus. Oui, on a presque fait. C'est ce que je disais, une ou deux petites finesses près, le jeu là. Au niveau du twist particulier. Ah bah, il y a beaucoup de twists, hein, parce qu'on joue sur 2 dimensions, dont les 2 dimensions ne se rencontrent pas, et même si elles sont sur le plateau comme ça, on se balade vraiment sur des cases et sur des mondes qui sont complètement séparés, donc ça c'est déjà particulier, il faut déjà mettre ça se mettre ça en tête, se projeter là-dedans, c'est déjà pas évident, mais si vous rajoutez les déplacements ici, là-dessus, à cette difficulté-là, ben,
voilà, je pense que c'est déjà un beau twist. C'est vrai que relier deux côtés d'un plateau dans un abstrait, c'est assez classique, hein. On en parlait tout à l'heure parce que tu vas rentrer C-Cross par exemple chez Gerhardt, ça fait un peu la même chose. Ici, l'implémentation est différente et surtout la façon de penser, de planifier les coups avec le déplacement de ce totem est tout à fait différente et c'est beaucoup plus profond, on va dire. Oui, voilà, t'as tout dit. Vraiment, le twist principal, c'est cette fameuse 2 dimensions. On pourrait dire, c'est pas 2D, 3D, mais c'est 2 dimensions totalement différentes où chaque univers n'interagit pas avec l'autre. En fait, il va interagir dans les conditions de fin de victoire, de fin de partie, si on arrive à faire une ligne complète. Mais c'est tout, parce que le reste, je vais dire, le monde blanc n'enlèvera pas de cube du monde noir et vice versa. Ouais. Donc, c'est comme si je jouais sur 2 plateaux différents, un peu comme dans Shobu aussi, parce que c'est Shobu en abstrait, on joue un petit peu de la même façon. On joue sur un plateau et ça répercute le mouvement sur un autre plateau. Et là, on a 2 plateaux séparés, tandis qu'ici, on en a un seul. Demain m'a tué aussi. Demain m'a tué, mais oui. C'est vrai qu'il y a un petit peu ça, mais ouais, c'est vrai. Mais ici, on dirait qu'on a pris deux plateaux et qu'on en a mis, un seul. Donc, ce qui est un peu perturbant. Voilà, c'était le twist principal du jeu. Il y a rien d'autre à dire que ça. En fait, donc, au niveau de notre ressenti. Oui. Bon, matos d'abord. Le matos c'est dingue. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Non, mais enfin, pas grand chose à dire. Y a pas... On se retrouve avec des beaux meeples. Oui, les meeples sont beaux. C'est du bois et pas du carton. J'avais un peu peur d'avoir ça en carton, mais c'est du bois, ça c'est sympa. Le reste, après, il n'y a pas grand chose comme matériel, donc c'est pas là-dessus. On n'a pas des beaux plateaux en bois comme chez Gerhardt ou quoi. Tu te rappelles le budget? Ou pas du tout? C'est pas trop cher. Non, je veux pas dire parce que je me rappelle plus, mais c'est pas, ça va être un truc comme 30 €, même pas 25 peut-être. C'est bon. Donc, mais je suis de regarder, je pense, oui, sur le site sur Taiwan Board Game. Donc le matériel, il y a pas grand chose à dire, c'est plaisant à jouer, c'est plaisant de manipuler. Même si ça aussi, il faut quand même des doigts. Oui, mais enfin, que ça bouge un petit peu. Le problème du plateau qui bouge, c'est vraiment le problème négatif. Ce qui manque, c'est peut-être un casque dans lequel on serait venu le placer, ça doit être facile à créer je suis sûr qu'il y a ça change de format de boîte et tout ça. Oui. Et alors on se retrouve avec une boîte pleine de vide, tout ça pour le cadre. Ça, c'est vrai. Donc la boîte n'est pas pleine de vide. Non. Ils n'ont pas fait un plateau pliable parce qu'encore une fois, il y a la variabilité puisqu'on prend au hasard. La variabilité. On les place un petit peu comme on veut. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc matériel, rien à dire. Donc au niveau du ressenti du joueur, donc Laurent me l'a fait découvrir. Donc c'est encore une découverte d'un jeu de Laurent. Les abstraits sont moins, c'est pas tellement que j'ai découvert. C'est vrai que les abstraits sont quand même sont moins sur le devant de la scène. Hein. Ouais. C'est surtout ça. Parce que j'en avais bien entendu parler en plus un jeu asiatique. On en parle. C'est typiquement le genre de jeu que j'aime bien. La réflexion, le facteur chance est dans le néant total, hein, parce qu'il y a pas de chance. Hein, donc tout est calculable, tout est anticipable. Enfin, ça dépend vraiment aussi des mouvements de l'autre. Mais il faut se mettre dans la tête de l'autre. Hein, et donc, on est encore sur des bases d'échecs hein, dans ce jeu, clairement, parce que on s'appuie sur la référence et sur le jeu des jeux pour faire ça. C'est différent. C'est ça ici qui est complètement différent. Au niveau du moins, ce sera pas donné à tout le monde. Parce que ceux qui ont des problèmes de projection, c'est absolument pas pour vous. Fouiller, courez le plus loin possible. Pour ceux qui arrivent à le gérer, c'est Bruno-Rhône. Ouais. C'est clairement top parce que de temps en temps, on a des personnages qui sont pseudo-bloqués, qu'il faut parvenir à débloquer en faisant des tours de merde, voilà. Quand attaquer, quand défendre, comme toujours, c'est la question principale. Parce qu'ici, évidemment, il y a des restrictions avec les deux univers qui cohabitent. Tu sais, c'est Settlement qui viennent bloquer aussi, qui viennent encore jamais, tout ça. Et certaines cases qui sont beaucoup plus difficiles d'accès pour certaines couleurs que d'autres en fonction de la configuration du plateau. Il y a quelquefois des configurations où on peut avoir une facilité à se déplacer un peu partout et d'autres fois des cases qui sont beaucoup plus difficiles et qu'on peut exploiter évidemment à notre avantage, on a des désavantages.
Pour en revenir au plus et le moins, donc le moins, je vois pas ce qu'on pourrait dire. On m'a dit juste ce plateau. Bon, la disponibilité, là, comme tu disais, c'est pas très connu, c'est dommage. C'est vrai, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça fait partie des jeux qui, bon, maintenant, il faut un public pour ça, hein, tout. Ah, oui, il faut apprécier les jeux abstraits. Donc, je sais pas, on valide. Qu'est-ce qu'on fait? Bûcher, laurier? Moi, je suis laurier, mais après, les goûts et les couleurs. Non, laurier est de loin, et de super loin. C'est super validé pour moi. Ça, c'est top, top. Je vais me mettre à la chasse, hein, donc j'ai envie de l'avoir sur mes étagères tellement. Ouais, je pense que ça doit être faisable. Ouais, encore une fois, il y a un peu de stock en Europe, donc ça devrait pas. Donc, en tout cas, pour se procurer directement, c'est pas un problème. J'espère que quand cette vidéo sera postée, ça veut dire que j'ai réussi à avoir des jeux sur mes étagères, parce que j'ai vraiment envie j'ai envie de le pousser aussi. Parce que c'est vraiment une expérience de jeu, c'est plaisant. Et même les jeux abstraits en général, d'ailleurs. Parce qu'on parlait de... Je ne sais pas si ça a déjà été posté. Non, pas encore. Urbino n'est pas encore. Urbino, par exemple, qui est une autre catégorie. C'est vrai que les jeux abstraits, en fait très très belles choses. Des jeux qui sont très très intéressants. Et même ce qu'on appelle les semi-abstraits, où il y a quand même un thème minimum qui est là, et les mécaniques qui sont liées à ce thème. Il y a de belles choses qui se font, et malheureusement, ils ne sont pas nécessairement toujours mis en avant par les médias. Maintenant, quand on voit ça, c'est intriguant. Hein. Quand on voit la boîte, c'est intrigante, ça c'est sûr. Moi, elle m'intrigue beaucoup. Surtout que t'es un peu flou, là. C'est pas la caméra qui est floue, c'est vraiment le pixel qui est flou. Donc, est-ce que exprès manifestement. Ça attirera certains, ça en fera fuir d'autres, ça c'est sûr. D'autant plus que c'est du mandarin aussi. Il y a certaines écritures en mandarin sur la boîte. Ouais, ils sont pas fait de boîte en anglais. Donc, ah si, il y a du texte à l'arrière, c'est comme la règle, il y a un peu de texte en anglais aussi. Ouais, ça mélange. Donc voilà, super validé pour moi, il n'y a rien à dire. Très belle découverte et je t'en remercie vraiment. Avec plaisir. Ben, à bientôt. À très bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.